dans un gant de velours. Écoutez, motivez, recadrez, ajustez sans cesse les moindres... À la une, ce scandale qui pourrait donc éclabousser plusieurs hauts responsables de la DPJ ici à Conakry, la police judiciaire. Ils sont accusés des faits d'enlèvement, de séquestration, d'arrestation illégale, d'escroquerie donc sur un citoyen belge. Donc à Conakry, pire, ces responsables de la DPJ sont aussi accusés d'avoir escroqué donc plus de 17 000 euros et au moins 2 véhicules à ce citoyen belge. Une plainte en bonne et due forme donc a déjà été déposée à leur encontre. Que s'est-il réellement passé dans cette affaire? Nous essayons de comprendre à travers l'avocat donc de ce belge, c'est bien sûr Maître Moussa Sidibé, avocat du sujet donc belge que vous allez entendre ce matin et normalement aussi l'audio que nous allons diffuser ce matin dans cette émission. Cette histoire troublante, longtemps gardée sous silence, qui en a Amadou Sall, vendeur de pièces détachées donc au grand marché de Guékédou, dit avoir perdu de vue donc sa femme depuis le 9 septembre 2019. Sa femme, une jeune dame, mère de tout petit donc, venait de rentrer de la capitale. Elle a été aperçue donc pour la dernière fois sur la nationale Guékédou-Macenta, dans un quartier excentrique donc de la ville. Depuis, elle a pu parler donc à son mari via des numéros étrangers, le DTT. Le dernier appel qui a permis donc de mettre la main sur un suspect aurait été émis donc depuis Kouroussa. Le suspect en question arrêté donc a été relâché par le juge de paix de Guékédou, faute de preuves. Aujourd'hui, l'époux Amadou Sall est complètement déboussolé. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis on viendra aussi sur ce sujet, mesdames et messieurs. La Guinée accueille cette semaine l'Assemblée Générale de l'Union des Conseils économiques et sociaux, donc des États membres de la francophonie. Plusieurs invités de haut rang sont attendus donc à Conakry à cette occasion. J'ai l'impression d'être à la RTG. De quoi sera-t-il donc question à l'occasion de cette Assemblée Générale? Nous allons joindre ce matin Adia Rabiatou Serra, présidente du Conseil économique et social. Elle va intervenir ce matin chez nous, chez les GG. Allez-y, mon cher Tamba. Enfin, on a écouté monsieur Diomandé au bout de la communication de Moussa Moïse de ce matin. Ouais. Mais en fait, il y a quand même quelque chose il y a deux choses particulièrement graves que je relève de cette communication, totalement reliées entre elles. Vous avez comme l'impression, et ça c'est plus ou moins naturel, vous avez comme l'impression que il s'agit finalement, la préfecture maritime n'agit que sur des situations d'urgence. La prévention, ça traîne beaucoup. Et donc, quand il y a un tel appel, il faut appeler un tel, demander de se préparer. Le temps de la préparation, bah écoutez, on a le temps de boire et de manger. Et après, on s'en va. Je peux même parier que ces pirates ont pu, après avoir commis leur forfaiture, ils ont probablement vidé quelques verres de scotch. Ils se sont fait un petit déjeuner. Et après, ils sont partis. Non, je le crois très, très sincèrement. Mais un deuxième élément plus grave, qui n'a pas été dit dans cette interview malheureusement, mais qui est revenu dans l'élément du journal, c'est cette histoire de sémaphore. Sémaphore, rassurez-vous, c'est pas une figure de style en grammaire là-bas. Sémaphore, il s'agit finalement, ce qu'on pourrait les appeler les sentinelles, des sentinelles maritimes, pour surveiller à la fois la circulation sur notre espace maritime, parce qu'on parle quand même de 96 nautiques, c'est un périmètre d'autour de 177 km de notre barge jusqu'au bout donc de l'espace qui peut être surveillé par ce réseau sémaphorique. Il faut dire que c'est un peu les yeux de la préfecture maritime. C'est ses yeux pour voir ce qui se passe. C'est un moyen pour sauver des vies. C'est un moyen pour respecter les législations en vigueur, pour savoir qui vient chez vous, qui ne vient pas chez vous. Mais au-delà de tout, la circulation sur la mer est surveillée grâce à ce réseau sémaphorique. Je veux dire, on nous parle certainement de radar, mais ces sémaphores-là sont reliés au radar et accompagnés d'autres éléments qui permettent une meilleure surveillance du territoire maritime guinéen. Mais on vous dit, on n'en a pas. Ils sont en panne. Ça veut dire quoi? C'est comme avoir un gardien ou même 10 gardiens. Et puis après tu dis non, on a des gardiens, il ne faut pas venir chez nous, mais ils ne sont pas là actuellement. Voilà. Donc c'est un peu la même situation que nous avons avec ce que la préfecture maritime nous apprend ce matin. Nous avons des sémaphores, mais ils sont en panne. Ils sont en panne depuis quand? Et pendant ce temps, on fait comment?
Quand il y a des crises là-bas, comment est-ce qu'on fait? En effet, la prévention de la circulation sur l'espace maritime guinéen est hypothéquée, voire même rendue impossible par le fait qu'il n'y a pas ces sémaphores-là. On est obligé de réagir à l'appel. Et avec la lourdeur que nous connaissons de nos services, malheureusement, quand ça t'arrive là-bas en mer, il faut lever les mains vers le ciel. Oui, allez-y, Abakar. Non, mais je pense que le colonel, je crois qu'il est colonel, Diomandé est colonel à la retraite selon les explications de Moussa, il est totalement passé à côté de sa communication. Moi, personnellement, j'ai pu retenir que dalle, parce que c'est un monsieur qui me semble-t-il, n'a pas une parfaite maîtrise de ce dont il parle. Je pense qu'il est quand même le plus haut dirigeant de cette préfecture maritime. Il est censé connaître donc toutes les questions liées à la sécurité, à la sûreté, en tout cas dans l'espace maritime de la Guinée. Il n'a pas apporté d'éléments de réponse convaincants pour, en tout cas, dégager la responsabilité de la préfecture maritime. Je pense que s'il est établi que la préfecture maritime a pris toutes les dispositions qui conviennent en amont pour éviter que ces attaques se produisent, parce que ce n'est pas une seule attaque. Moussa a insisté sur le cas de cette dernière attaque, mais avant, il y a eu deux autres attaques. Donc, cela veut dire que là, il y a défaillance à un quelconque niveau. Est-ce que c'est la préfecture maritime qui ne joue pas pleinement ce rôle de coordination, qui doit travailler en coordination avec la marine nationale, si je m'abuse, et d'autres entités qui sont au niveau du port autonome de Conakry. Tamba revenait sur le cas des sémaphores qui ont été lancés ici à grand renfort de communication par le président Alpha Condé, mais qui sont totalement à l'arrêt aujourd'hui. Donc ce qu'il faut noter, c'est que la sécurité, la sûreté au niveau du port autonome de Conakry devient un sujet d'inquiétude. Parce que si ces attaques peuvent se produire dans la zone de mouillage, parce que Moussa insiste pour dire que le navire a été attaqué dans la zone de mouillage de notre port. Je pense que c'est suffisamment grave. Quand on combine à cela le fait que on entend, même si c'est à vérifier, une partie donc de la capitainerie du port autonome de Conakry a été concédée à El Barak, ça reste à vérifier. Tout cela sont des éléments donc d'inquiétude pour nos populations. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on n'a pas de sécurité au niveau de nos frontières maritimes, ce qui place le pays donc à la merci de toutes sortes d'attaques. Il faut même pas l'exclure des attaques d'autres types. En tout cas, on n'alerte pas, on n'apeure pas les gens, mais des attaques d'autres ampleurs peuvent survenir là aussi. Allez-y, Mohamed. Vous savez ce qui me dérange dans cette information, et malheureusement c'est le propre des pays parfois qui ne se respectent pas. C'est que nous sommes l'un des rares pays africains qui avons enregistré ce qu'on appelle un débarquement étranger. Il n'y a pas très longtemps, on commémorait le 22 novembre 70 ici. C'est-à-dire que nous sommes un pays quand même à un moment donné où pour des intérêts politiques, notre pays a été agressé justement à travers la mer. Même si aujourd'hui, des ouvrages expliquent que probablement l'ancien chef d'État Sékou Touré était au courant de ce qui se passerait et ainsi de suite. Et qu'après un tel traumatisme qui a entraîné le pays dans une violence d'État inouïe pendant les 8 années qui ont suivi, je dirais même les 10 années qui ont suivi, parce qu'il a fallu quand même le rapprochement avec la France de Giscard d'Estaing pour que ça se desserre. Des personnalités comme Téli Diallo ont tous été entraînés à la suite de cette histoire, parce que c'est tout s'est déclenché là. Qu'on se dise aujourd'hui que toutes ces années, la Guinée n'investit pas dans sa sécurité maritime. Il n'y a pas là, nous sommes en train de regarder en ce moment les bateaux de pêche. Mais il y a un danger encore plus grand que tout ça. Même si nous ne sommes pas ici, c'est pas la Somalie, où des pirates armés, je dirais des terroristes, si vous voulez, écument les mers, nous ne sommes pas, grâce à Dieu, dans ce cas de figure, mais ça veut dire que nous ne sommes quand même pas à la merci d'éventuels malfrats qui voudraient porter un coup à notre propre souveraineté. Et là, c'est effrayant. C'est un instrument, il le rappelait tout à l'heure, le sémaphore, qui est utilisé même par des pays pauvres de notre continent, justement pour maîtriser
l'espace de leur mer. Ailleurs, on va au-delà même de Merci, sa Mohamed. zone maritime. Merci, Mais chez Mohamed. nous, notre propre zone maritime, on n'en a pas la maîtrise et ça, c'est vraiment inquiétant. Voilà, on en revient à ce premier sujet. Donc, Maître Moussa Sidibi en direct. Les grandes gueules. Bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, on s'intéresse à cet enlèvement et cette arrestation de votre client, le citoyen Hussein Sounar, de nationalité belge, donc qui a été arrêté, séquestré, en tout cas, selon ce qu'on peut lire dans la plainte que vous avez formulée en tant que son avocat et que vous avez enregistré auprès du procureur, près la cour d'appel de Conakry. Votre donc client aurait été arrêté, détenu illégalement, séquestré, escroqué et même il aurait subi donc une extorsion de fonds. Expliquez-nous dans quelles circonstances tout cela est arrivé et qu'est-ce que vous reprochez au commissaire Pascal Conté et ses complices. Merci, Espace. C'est une grande opportunité de dénoncer quelque chose qui gangrène notre pays actuellement. Monsieur Sounar, c'est un citoyen belge et qui est venu en Guinée sur invitation de deux compatriotes, un Guinéen et un Guinéen, un certain Monsieur Keita et un certain Massari. Alors, ils l'ont fait venir avec 3 véhicules qu'ils ont commandés avec le monsieur. Il s'agit de 3 véhicules de marque Porsche, 2 Cayenne et une Panamera. Alors, il a envoyé les 3 véhicules. Les intéressés ont décidé d'acheter le véhicule. Ils ont pris les 3 véhicules. Ils disent qu'ils vont vendre un ici, les deux autres, ils vont l'amener au Libéria. Il était question maintenant de payer M. Sounar et Keita et Massaré ont décidé de nous payer une partie en or. Alors, ils ont préparé une quantité de faux d'or qu'ils lui ont donné et ils ont dit, bon, le reste, ce sera à la Banque centrale. Puisqu'on va aller sur le plan légal, il faudrait qu'on aille à la Banque centrale prendre tous les documents. Pendant ce temps, à l'insu de M. Sounar, les deux avaient leur acolyte qui était M. Pascal Condé, qui est un commissaire de police. Pendant que M. Sounar est avec Massaré et Keita à la Banque centrale, ils l'ont soutiré d'abord à la Banque centrale 2500 € sous prétexte de payer les frais à la Banque centrale pour l'exportation de l'or. Et pendant ce temps, ils rentrent dans les bureaux pour dire qu'ils vont aller chercher des documents. À leur retour, voilà Pascal qui se pointe avec 2 agents pour arrêter M. Sounar et sous prétexte d'arrêter aussi les 2 complices. Malheureusement, ce n'était pas une arrestation, c'était un enlèvement. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'un monsieur qui est venu à la Banque centrale pour régulariser l'exploitation de l'or se fait arrêter sans aucune explication. Alors, il a estimé que les policiers sont venus à son secours parce qu'ils ont compris qu'il était en train d'être devenu victime des escrocs. Il a expliqué que les deux l'ont enlevé ses véhicules sous prétexte de le payer. Non, Pascal n'entend pas de cette oreille. Il a déshabillé d'abord M. Sounar, il l'a mis nu pour le dépouiller de tout. Et à l'instant T, il a enlevé, il avait un montant sur lui de 15 000 $. Les 15 000 $, le monsieur, il a fait commander ces 15 000 $ à sa femme depuis la Belgique. Il a dit qu'il n'y avait plus d'argent ici et qu'il avait eu une opportunité de payer une quantité d'or et qu'il a demandé à sa femme de lui envoyer l'argent. Il a été obligé d'ouvrir un compte ici dans une des banques pour pouvoir recevoir ce montant-là. Et les chèques qui ont été délivrés en son foi, qui ont été communiqués avec la presse. Alors, M. Pascal, il faut très bien le dire, c'est un commissaire de police, mais il a quand même été soutenu par certaines de ses hiérarchies. Ce qui est clair. Parce qu'à un moment, je crois qu'ils ont essayé d'étouffer l'affaire, mais ils n'ont pas pensé que nous avons saisi le parquet général. Le parquet général, nous avons fait ampliation à M. le ministre de la Sécurité, au directeur national de la police, mais aussi au directeur de la DPJ à l'époque, qui en personne nous a invités à son bureau et nous a entendu. Il a fait savoir qu'il ne connaissait ni d'aide ni d'Adam dans cette affaire, que ça a été traité à son insu et ceux qui l'ont fait ne l'ont jamais intéressé. Et
ce qui est encourageant quand même, c'est que M. le ministre de la Sécurité d'alors avait confié le dossier à l'inspection générale de la police. À leur tour, nous ont convoqués pour nous faire entendre et ils ont sollicité à faire venir le Belge. Et à l'heure où nous sommes, je suis en pourparlers avec le consulat de Belgique pour pouvoir faire venir M. Sounard parce qu'il a peur. Pascal et ses acolytes ne sont pas contentés seulement d'enlever les 15 000 $ à M. Sounard, ils l'ont enlevé en plus des 2 500 qu'il a payé à la banque par sous prétexte des frais. Ils l'ont enlevé 2 000 € de plus. Ils l'ont enlevé les 3 véhicules, 700 000 francs guinéens. Ils l'ont conduit Mani Militari à l'aéroport à l'obliger à quitter le territoire guinéen. Ce n'est que par suite de coïncidences heureuses ou malheureuses que M. Sounard n'a pas pu voyager. Mais pour eux, M. Sounard avait déjà quitté la Guinée. C'est ainsi que M. Sounard nous a saisis et nous avons formulé la plainte. Et au jour d'aujourd'hui, le parquet général a orienté le dossier vers un cabinet d'instruction et nous attendons que le consulat de Belgique mette en œuvre pour que M. Sounard soit là pour pouvoir le confronter à ces personnes. Bien, donc, on va revenir sur la responsabilité de la hiérarchie, parce que le commissaire Pascal Conté, c'est un commissaire simple. Il y a toute une hiérarchie. Vous avez expliqué que à l'époque, c'était M. Abdul Malik Koné qui était le patron de la DPJ, et vous avez expliqué qu'il n'était pas au courant de ce dossier, et pourtant vous dites que là, sa hiérarchie a été mise au courant et n'aurait pas agi conséquemment donc pour punir cette forfaiture. Dites-nous, quelle est cette hiérarchie qui a été mise au courant et qui n'aurait pas joué son rôle? Effectivement, M. Sounard a été amené dans le bureau de l'adjoint de la DPJ. Avec Pascal. Pascal l'a amené dans le bureau de son directeur adjoint. Ils ont même intéressé un substitut de Talon. Et ça, c'est une façon de faire couvrir la forfaiture, de donner une certaine légalité à la forme. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Et qui a ordonné la libération de Keïta et Massari? Bon, on ne sait pas parce que c'est Pascal qui les a libérés. On ne sait pas qui l'a ordonné leur liberté. Alors, qu'en est-il d'éventuelles complicités à la BCRG? Parce que si on y a envoyé votre client, c'est parce qu'on espérait établir à la limite de faux documents ou de fausses certifications, ne serait-ce que de l'or, de la quantité d'or dont il disposait. Est-ce qu'il y a des complicités avérées au niveau aujourd'hui de la BCRG? Nous ne pouvons pas établir de complicité au niveau de la BCRG dans la mesure où aucun document n'a été présenté à M. Sounard. S'il y avait un document qui avait été présenté, on aurait compris qu'il y a eu des complicités à la Banque centrale. Bien. Donc, alors, une question toujours à la Banque centrale. Est-ce qu'il y a au moins un contact? C'est-à-dire la personne ici à la Banque centrale qui a reçu, n'est-ce pas, votre client et les personnes qui l'ont amené là? non, M. Sounard n'a été amené dans aucun bureau. Ils l'ont fait attendre sur le hall. Attendez-nous, on va aller chercher les documents, on arrive. Et c'est pendant ce temps que Pascal et ses agents sont venus. Bien. C'est cette moitié de questions. Et ils sont où aujourd'hui ces deux complices, Pascal et son acolyte? Bon, Pascal, lui, on m'a fait entendre qu'il a été suspendu, mais je ne sais pas par comment, parce que je n'ai vu aucun document de suspension, rien du tout. Par contre, Massari et Keïta sont dans la nature et je crois que l'un des véhicules est encore à Conakry ici. Il y a la Cayenne Jeep qui est encore à Conakry ici, de couleur noire. Allez-y, Antoine. Est-ce l'adjoint de Malik Koné qui est actuellement le nouveau directeur de la DPJ? Morgan. Oui. Est-ce que vous le soupçonnez aussi, l'actuel directeur de la DPJ? Si je le soupçonne. Est-ce qu'il fait partie du complot? Oui, à l'époque, c'est lui qui était l'adjoint. Et M. Sounard a été mené à son bureau. Alors, c'est à lui qui doit s'expliquer. M. Sounard a été mené à son bureau. Bien. Merci beaucoup, maître. Et on va essayer de pousser ça plus haut. Merci beaucoup et surtout bon courage. Merci bien. Au revoir. On revient dans 10 minutes. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu. En exploit. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur.
c'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.